Bienvenue sur le site de Mémoire des Luttes. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter cette vidéo qui va être en fait une conversation avec notre invité Marco Terugui, qui est en fait franco-argentin, qui vit à Caracas au Venezuela depuis 2013, donc depuis l'époque où est décédé l'ancien président Hugo Chavez et a été élu ensuite le nouveau président actuel Nicolas Maduro. Marco est sociologue de formation, journaliste dans ses activités professionnelles. Il a collaboré en particulier, par exemple, avec le site et la chaîne Télésour Continental, la chaîne continentale latino-américaine. Il anime un site qui s'appelle Hasta el Knockout, qui est en fait jusqu'au chaos. Il écrit régulièrement dans pas mal de sites et de journaux sur la situation politique au Venezuela, précisément, sur les difficultés que rencontre ce pays, sur la crise économique, la crise politique. Et il donne une lecture assez complète, aussi, qui sort un petit peu aussi des facilités et des ritournelles médiatiques sans occulter les difficultés qui se passent sur place. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de l'inviter aujourd'hui pour discuter avec nous de la situation dans ce pays et peut-être les perspectives qui attendent le Venezuela. Marco, merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de commencer par vous poser une question en fait assez simple. Que se passe-t-il actuellement au Venezuela? On voit une succession de manifestations importantes de l'opposition, mais aussi une réponse massive du chavisme dans la rue. On voit une polarisation, une radicalisation, on voit de la violence, on voit beaucoup de choses qui troublent l'opinion publique en général, une opinion publique qui est déjà très formatée par le traitement médiatique, et on en parlera tout à l'heure de ce qui se passe au Venezuela, mais aussi parmi les secteurs progressistes, la gauche, il faut être honnête, ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela trouble beaucoup de secteurs qui aujourd'hui débattent de la situation au Venezuela. Quel est votre regard sur la situation actuelle? Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que pour comprendre ce qui se passe depuis le début du mois d'avril au Venezuela, il faut prendre un petit peu de recul et commencer à voir au début de 2013 quand Nicolas Maduro prend la succession de Chavez à la tête du Venezuela et comprendre qu'on est face à une stratégie intégrale de déstabilisation du processus politique vénézuélien qui a fondamentalement deux temps. Un temps silencieux, qui est le temps surtout économique, où depuis 2013-2014, il y a eu une grande attaque des grands pouvoirs économiques sur le Venezuela. C'est une attaque pour surtout faire augmenter les prix, faire disparaître les principaux produits. Une attaque aussi au niveau des finances, au niveau de la possibilité du Venezuela de payer, même si le pays veut payer. Une attaque géopolitique très forte, une attaque depuis les principaux systèmes de communication du Venezuela et l'extérieur, et qui est une stratégie pour asphyxier la vie quotidienne de la population, pour faire que la vie soit de plus en plus invivable, avec une élévation des taux de violence et de criminalité qui font partie d'un problème structurel du Venezuela, mais qui sont aussi élevés d'une façon artificielle avec l'implantation de groupes armés dont on va parler plus tard. Ça, c'est le temps silencieux qu'il y a depuis 3 ans et demi, 4 ans au Venezuela. Et régulièrement, et ça c'est le troisième épisode, la droite essaye de faire des essais insurrectionnels de violence de rue. Le premier a été le jour même où Nicolas Maduro a gagné, le 14 avril 2013. Les deuxièmes ont été du mois de février au mois d'avril-mai du 2014. Et ici, on est au troisième essai. Les trois ont à peu près les mêmes caractéristiques, même si c'est de plus en plus perfectionné. Et il faut comprendre dans le cycle entier du moment silencieux d'asphyxie et du moment de la violence. Quelle est la lecture que fait la droite? C'est qu'il y a des conditions, étant donné les difficultés de la vie au Venezuela, pour essayer de faire une grande insurrection et de faire tomber le gouvernement par la force. Pour ça, ils ont commencé un cycle de mobilisation de rue. Depuis la première était le 6 avril. Aujourd'hui, on doit être à la 10e, 11e, quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'ils essayent de montrer, c'est qu'ils sont le peuple, cette grande catégorie, surtout le peuple qui a faim, qui aurait faim selon eux, un peuple des quartiers, etc., qui démontre un mécontentement contre le gouvernement, et un gouvernement qu'ils appellent une dictature, un régime, et un État totalitaire qui réprime face à ce peuple qui massivement se mobilise dans la rue pour essayer de conquérir la liberté. Ce qu'il y a en réalité, pour commencer, c'est que ce n'est pas un peuple comme tel, c'est surtout la base qui est mobilisée dans la rue, c'est une base des classes moyennes, moyennes hautes, un peu ce qui s'est passé au Brésil contre Dilma Rousseff, disons que c'est la base sociale historique de la droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a du mécontentement au Venezuela, ce qui veut dire que l'appel à faire tomber le gouvernement est surtout écouté et à une réponse au niveau de la base historique de la droite vénézuélienne, qui est une base classiste,
comme tel. Donc ce n'est pas un peuple et les quartiers ne sont toujours pas entrés dans la dynamique que propose la droite. Et les quartiers populaires, quartiers même populaires. s'ils peuvent être critiques par rapport à la gestion du gouvernement, ne sont pas entrés dans le jeu que veut mettre en place l'opposition. Exactement. Pourquoi? Je pense pour plusieurs raisons principales. D'abord parce que c'est une opposition qui a une grande tradition violente et d'avoir fait un grand coup d'État en 2002, de l'avoir réessayé en plusieurs opportunités. Une opposition avec une très forte connotation de classe sociale. Ces grands dirigeants viennent des grandes familles politiques et de la bourgeoisie et des grands secteurs économiques. Donc il y a une grande distance entre une base sociale ou une société qui s'est conformée avec Chavez, où une grande majorité des classes populaires a fait partie du chavisme, et qui voit cet appel d'une droite qu'elles connaissent déjà, qu'elles savent qu'elle n'a pas de proposition de pays. Et donc même si elles ont des mécontentements par rapport au gouvernement, par rapport à la situation économique ou des critiques par rapport à la façon de faire face au problème du chavisme, elles ne vont pas à l'appel de la droite, parce que c'est un appel surtout violent. Et c'est ce qu'on essaie de nous cacher au niveau international. Alors, c'est-à-dire violent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on pourrait dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau et demi qu'on connaît médiatiquement dans le monde, et il y a les niveaux qu'on ne connaît pas, qui sont les niveaux qui travaillent dans l'ombre. Le premier niveau, c'est le niveau généralement qui se passe entre le matin et 3 heures l'après-midi, où ils arrivent à avoir à peu près, on va dire, 15 000 personnes dans la rue, dans les grandes journées de convocation. À Caracas. À Caracas. Ou dans tout le pays. À Caracas. À Caracas. Dans les meilleurs moments, ils arrivent à leurs 15 000 personnes. Et alors là, il y a les députés qui vont, il y a tous les drapeaux, il y a tout, disons, la construction médiatique d'un peuple ou une grande masse qui essaye d'arriver au centre de la ville. Après, il y a un deuxième niveau qu'on commence à voir de plus en plus dans les images parce que c'est très difficile de le cacher, qui sont les groupes qui a à l'avant-tête des manifestations, qui sont des groupes de personnes préparées pour la confrontation. Généralement, ils portent des capuches ou des masques à gaz, ils ont des bombes Molotov, maintenant ils utilisent des boucliers même. Et dans les dernières images qu'on a pu voir dans les vidéos, ils sont armés avec des 9 mm ou avec des fusils faits maison. Donc ils ont la connaissance, la maîtrise de techniques d'armement, quoi. Absolument. Et ils sont préparés, financés, entraînés pour faire cette confrontation. Une fois qu'ils déclenchent la confrontation, c'est là où tu as la deuxième partie d'image qui arrive. On a la première partie d'image, c'est la grande mobilisation. Deuxième partie, la répression du gouvernement qui envoie de l'eau sur les groupes de choc et des bombes lacrymogènes pour essayer de disperser et contenir l'attaque qu'ils sont en train de recevoir. Ce deuxième niveau, on nous prend donc la moitié, qui est la partie de la répression et du gouvernement dictatorial qui envoie des gaz sur, ce qu'on ne montre pas, des groupes préparés, dont les dernières images montrent 40 personnes avec des capuches, des bombes Molotov en train d'attaquer un groupe de policiers. Et ce niveau-là, c'est le niveau qui devient de plus en plus préoccupant, et c'est des groupes financés. Et ça fait longtemps qu'on parle au Venezuela de groupes entraînés qui ont des connexions avec la Colombie, qui ont des connexions avec Uribe, et qui ont des connexions avec le paramilitarisme, qui ont été entraînés, préparés, financés, et qui sont justement le niveau de la confrontation dans la rue. Et il y a un troisième niveau, qui est un niveau qu'on ne connaît pas, et qu'on commence à comprendre de plus en plus, qui est un niveau qui travaille absolument dans le secret, qui commence à être déclenché surtout le soir, dans les quartiers populaires, où ils commencent à envoyer un groupe de 50-60 personnes armées, qui généralement sont des bandes soit de criminels, soit des groupes de choc, qui commencent à piller les magasins à tous les alentours, qui commencent à créer des morts, et qui commencent à créer une espèce de sensation et d'idées et de provocation pour arriver à la confrontation civile. Ça, il a commencé à avoir une multiplication de ces actions. La semaine dernière, dans la province de Carabobo, il y a eu à peu près 11 actions en simultané. Ça a fini avec 5 morts. Et il y avait la menace où ces groupes allaient commencer à piller les maisons des chavistes. Donc on arrive à un niveau vraiment très préoccupant de violence, qui est une violence dont évidemment personne n'en parle internationalement, où les seules déclarations, c'est la première partie, où on voit les députés qui sont face à la mobilisation. L'histoire de Lilian Tintori avec Leopoldo López, qui Leopoldo López est en prison parce que c'est lui qui avait dirigé la première essai d'insurrection en 2014. Et toute la deuxième partie, qui est la partie la plus compliquée, qu'on est en train à laquelle on essaie de faire face, c'est la partie très occulte. Ça, c'est la droite au Venezuela. Donc ce qui est dramatique, c'est que cette droite soit présentée comme une droite démocratique, comme une droite pacifique, comme une droite qui essaye de faire un changement démocratique d'un gouvernement dictatorial. Donc ça, c'est la première partie, je pense, qu'il faut comprendre, parce que généralement les analyses ont tendance à simplement dire face aux protestes du peuple, il y a ces réponses. Non, ce n'est pas les protestes du peuple, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est impossible de le comprendre si on n'a pas une dimension de l'architecture communicationnelle qui entoure tout ça.
J'ai passé quelques jours en Espagne, et en Espagne, tous les jours à la télé, il y a une nouvelle sur le Venezuela, tous les jours dans le journal, il y a une nouvelle sur le Venezuela. Donc le Venezuela fait partie de l'agenda communicationnel permanent. Quelle est l'idée? C'est de montrer qu'il y a un pays au bord du chaos, qu'il y a un État failli, qu'il n'y a pas de gouvernement, que le chavisme ne contrôle plus la rue et qu'il le contrôle à travers des groupes armés. Et tout ça pour créer une sensation ou un scénario de chaos où l'idée qu'ils essaient d'installer, c'est qu'il faut que quelqu'un intervienne au Venezuela. Face à cette crise absolue, face à cette dictature qui réprime un peuple qui a faim et qui veut une démocratie réelle, il faut que quelqu'un depuis l'étranger intervienne pour en finir avec le drame vénézuélien. C'est ça ce qu'ils essaient de construire et c'est ça que l'opposition est en train d'essayer de déclencher avec les voyages, particulièrement la semaine dernière, de Julio Borges aux États-Unis, qui s'est réuni avec beaucoup de personnes du haut niveau du gouvernement, et qui essaie de voir quels sont les mécanismes pour déclencher des niveaux supérieurs d'attaque, soit sur l'économie, soit directement à des niveaux où on ne sait pas encore comment ils pourraient être, mais on peut imaginer de quoi sont capables les États-Unis sous le gouvernement de Trump. Oui, parce qu'il est clair qu'en Europe, le logiciel, la matrice médiatique sur le Venezuela est assez terrible, puisqu'on nous présente en permanence ce pays effectivement comme un État failli. Hein, ça nous rappelle la Libye, ça nous rappelle le Soudan, des pays dans lesquels les États sont corrompus, sont aux mains de bandes dont on ne sait plus trop si elles sont des bandes criminelles, des bandes organisées. Par exemple, en France, on parle beaucoup du rôle des fameux colectivos, des collectifs chavistes qui seraient un peu à la Mad Max, des hordes en moto qui seraient les responsables des morts au Venezuela. Bon, on nous dépeint un chaos comme ça et qui, vraiment, à force en particulier en France, d'ailleurs, je dois dire, dans la dernière période, pendant la campagne électorale française présidentielle, le Venezuela est devenu un sujet de politique intérieure, ce qui est très rare. Hein. C'est très rare qu'en France, une campagne électorale donne autant d'importance à des questions internationales. Mais là, le Venezuela est venu, et Hugo Chavez en particulier, a déboulé dans la campagne électorale comme étant l'archétype, disons, du mal, l'archétype de l'échec de la gauche, finalement, de manière générale. Et c'était fait en France, évidemment, pour faire peur aux gens qui voulaient voter à gauche, en particulier pour Jean-Luc Mélenchon. Donc on est très, très intéressé par ces questions-là, parce que c'est vrai que ça trouble. Et donc, bon, qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, sur ces questions-là? Est-ce que oui ou non, le Venezuela est un État failli? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, l'État ne maîtrise plus, disons, une partie de ses troupes qui seraient devenues des pillards, des violents qui voudraient tuer des manifestants pour leurs droits, etc. Quel regard vous portez sur ces accusations lourdes? Ben, une acclaration d'abord. Si on regarde les infos, on a l'impression que tout le Venezuela est dans une espèce de chaos absolu. Quand on vit au Venezuela, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les manifestations de droite sont dans un quartier très précis de la ville de Caracas, qui est à l'est de Caracas, sont les quartiers les plus riches. Donc par rapport à Paris, ça ferait quoi? Ce serait comme dans le 8e arrondissement, le 16e? 16e, voilà. Le reste de la ville est absolument tranquille. C'est-à-dire, nous, quand on fait notre vie tous les jours, on va au travail, on n'a pas de problème. Mais ils arrivent à faire comme si cette partie petite de la ville, qui est la partie qui répond à la base sociale de la droite, ce serait représentative de tout le pays. Ce qu'ils ont aussi essayé de faire, c'est d'occuper le terrain. Et c'est là où ça devient plus difficile. Il y a une espèce de dispute des quartiers populaires, pas politique ni de légitimité, sinon avec ces groupes dans lesquels je parlais avant. Aujourd'hui, on a au Venezuela 39 morts. De ces 39 morts, 4 ont été tués par des forces de sécurité et il y a déjà 18 détenus ou qui sont sous recherche. Le reste ont été tués soit par des civils, soit par des incidents provoqués à cause des actions de la droite, par exemple un bus qui se renverse et qui essaye d'éviter une barricade où il y a 3 morts, ou un pillage dans un supermarché où il y a 8 personnes qui meurent électrocutées, ou des gens qui, face aux appels d'haine que fait la droite, parce que c'est un appel d'haine où le message est qu'il faut tuer les chavistes. Donc il y a une personne par exemple qui depuis son balcon a vu des chavistes et leur a lancé une bouteille d'eau congelée et a tué une personne, qui en plus n'était même pas chaviste, qui est juste passé dans la rue et elle lui a fracturé la tête. Il y a une espèce d'appel à la haine constant. Face à ça, le chavisme a eu une réponse, à ma façon de voir, intelligente de ne pas répondre à travers la violence, mais de répondre avec des grandes mobilisations de masse, de montrer que le chavisme est une force qui a des problèmes, une force qui fait partie
de la situation compliquée au Venezuela, mais que le peuple, une grande partie, est toujours avec le chavisme, donc faire des démonstrations de force qui évidemment n'apparaissent pas dans les principaux journaux. Et après, face à la situation de crise où la droite a dit nous on ne veut plus d'élections régionales, on veut seulement des élections générales en avance, Nicolas Maduro a dit face à cette situation, alors on va appeler au mécanisme électoral démocratique le plus important qui est de débattre les bases de la Constitution. Donc un pays où on appelle à redébattre d'une façon participative et mettre en place une Assemblée nationale constituante pour débattre la même Constitution, c'est difficile de dire que ce ne soit pas un pays démocratique. Et après un pays où on dit qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, fin mars, il y a une décision du Tribunal suprême de justice face à une Assemblée nationale qui est dans une situation irrégulière parce qu'elle a 3 candidats qui ont été élus d'une façon fraudulenta, frauduleuse, irrégulière. Le Tribunal suprême de justice a pris une décision face à ça. Et la fiscale générale de la République s'est montrée en désaccord avec la décision du Tribunal suprême de justice. Donc, même les pouvoirs de l'État, entre eux, ils ne sont pas sur la même stratégie. Il y a des différences, il y a des différentes interprétations de ce qui se passe. Donc, il n'y a pas cette idée qu'ils veulent nous montrer d'un populisme qui domine tout l'État et qui a commencé à travailler avec des bandes armées pour essayer de tuer les gens. Ça, c'est le mythe qu'ils veulent construire. Et qui est un mythe qui a pour objectif de construire le scénario de l'intervention internationale et qu'après une grande lection politique de le populisme, c'est ça. Tout ce qu'un essai de transformation radicale, ça tombe dans ça. Les gens ont seulement appuyé le Chavez parce qu'il y avait du pétrole, donc les pauvres, seulement, il faut leur donner un petit peu à manger et puis on a déjà leur voix. Donc il y a une conception très despective des gens, où finalement les gens, ils se mobilisent et ils appuient un gouvernement parce qu'ils ont plus à manger. Et ça peut sembler bizarre, mais quand on écoute les gens de la droite parler, c'est ça leur façon de voir les choses. C'est de toute façon, j'étais pauvre, donc je leur donnais un tout petit peu, il n'y avait pas de problème. Donc maintenant, quand il n'y a plus de pétrole, les gens ne sont plus avec le gouvernement. Donc il y a une façon avec une très mauvaise intention d'expliquer les choses. C'est comme de dire que les alliances internationales du Venezuela ont été possibles parce que le Venezuela avait du pétrole. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont réussi à construire d'autres propositions politiques d'intégration. C'est une façon de réduire le processus à une forme caricaturale basée sur la désinformation, où dans le fond, ça viendrait confirmer cette hypothèse qui vient des années 90 que toute possibilité de transformation différente ou radicale ou de transformation réelle du modèle tel qu'on le connaît est impossible. Et après, il y a un autre niveau dans lequel on n'en parle absolument jamais parce qu'on est souvent dans cette conjoncture, qui est justement le processus de transformation et d'essai de construction d'un autre modèle de société au Venezuela, qui est surtout centré sur l'idée des communes, l'idée des consejos comunales, l'idée des autogouvernements populaires dans les quartiers, d'une économie solidaire, une économie autogestionnaire, des usines qui sont inaugurées par l'État et sous contrôle des ouvriers. Il y a tout un univers très intéressant au Venezuela qu'on nous nie absolument. Et donc l'idée caricaturale qu'ils sont en train d'installer, c'est celle-ci qu'on connaît, et qui est dangereuse parce qu'effectivement, elle donne l'air, l'oxygène dont a besoin la droite pour essayer d'appeler, et elle le fait évidemment, elle appelle à que quelqu'un vienne bombarder le Venezuela. Et disons que c'est un scénario qui, une fois qu'il est ouvert, celui-là ou celui d'une confrontation civile qu'ils essayent de déclencher, c'est très difficile de savoir où est-ce que ça peut en finir. Alors justement, vous avez écrit très récemment un article qu'on conseille à nos lecteurs d'aller voir, qui s'appelle en gros l'Assemblée constituante nationale, la dernière chance, point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus dont vous avez déjà mentionné et selon vous, quel est le but recherché par le président Maduro avec cette proposition et quelles sont les perspectives pour à la fois la refondation du chavisme et à la fois, disons, la pacification en quelque sorte politique du pays? Si. Je pense qu'il y a 3 buts principaux. Le premier, absolument face à l'émergence de la possibilité d'un scénario de confrontation civile ou en train d'essayer de pousser la droite, parce que la droite est désespérée. Elle a déjà décidé qu'elle allait essayer d'aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas la force suffisante pour le faire. Elle n'a ni les quartiers, ni l'armée, ni pour l'instant l'intervention. Donc, elle a commencé à déclencher ces mécanismes de violence focalisés et de caractéristiques paramilitaires. Donc, face à ce scénario où elle a même dit on ne veut plus d'élections régionales, où on ne respecte même plus le pape comme un possible intermédiateur pour dialoguer, Maduro appelle à l'Assemblée nationale constituante. Donc, le premier intention de ça, c'est d'essayer d'obliger la droite de revenir sur le terrain démocratique électoral. C'est-à-dire de faire que le pays entre dans une dynamique électorale où il faut choisir 500 constituants dans les territoires, dans les secteurs sociaux qui vont débattre sur les propositions pour la nouvelle constitution, etc. etc. Donc, construire un scénario démocratique électoral participatif pour que la droite soit
face à une crise intérieure où certains secteurs ne sont pas d'accord avec le niveau de violence et vont essayer de, pourquoi pas, proposer de participer, et de se montrer d'un niveau démocratique extraordinaire, comme c'est de débattre la Constitution, et de mettre la droite en évidence sur son scénario de violence. Les résultats, pour l'instant, sont en pleine construction, parce que la droite a dit qu'elle n'allait pas reconnaître le processus de l'Assemblée constituante, mais le processus est déjà en marche. Donc il y a toute une quantité d'initiatives qui commencent à exister. Le Conseil national électoral va convoquer à l'élection comme telle les constituants. Donc le premier niveau, c'est obliger ou éviter qu'on arrive à un niveau supérieur de violence et revenir au scénario de la paix. Après, il y a un autre niveau, qui est le niveau du chavisme. Le chavisme n'a plus la majorité électorale automatique. C'est difficile de savoir quel serait le résultat électoral et généralement les pronostics ne sont pas très favorables. Mais disons qu'il n'a plus cette majorité. Et en même temps, il y a un débat à l'intérieur du chavisme. Le chavisme, c'est un mouvement hétérogène, ample, où Chavez avait une vision qu'il a construite, qu'il a écrite, qu'il a la vision de la transition au socialisme, l'État communal, les communes, l'autogestion, etc. Mais il y avait d'autres secteurs qui ont une vision beaucoup plus liée à un socialisme d'État ou par rapport à des bénéfices sociaux et des accords avec les entreprises, mais sans miser sur les secteurs populaires, etc. Et dans les derniers temps, avait pris une certaine grande force à l'intérieur du chavisme les secteurs les plus bureaucratiques et verticalistes et fermés à la participation, à l'écoute des secteurs populaires qui sont la même base du chavisme. Donc ce que Maduro fait à l'intérieur du chavisme, c'est d'ouvrir les portes à la participation intégrale. C'est-à-dire, dans ce scénario de crise, on va ouvrir les portes et que tout le monde participe. Et on va essayer de revitaliser le mouvement chaviste. Et il y a déjà des déclarations très fortes qui sont on ne va pas nommer les candidats à doigt. C'est-à-dire de dire c'est lui ou c'est lui. On va ouvrir les portes de la participation. Ça, c'est vital. Pour que le chavisme se revitalise, redevienne le mouvement avec cette grande force qu'il a, que les secteurs populaires qui ne sont pas nécessairement inclus à l'intérieur du parti ou à l'intérieur de la logique de l'État que contrôle le chavisme à travers les ministres, etc., puissent avoir leur espace et puissent redisputer le mouvement. Si cette dynamique arrive à être mise en place, ça peut ouvrir porte à la deuxième dynamique, qui est celle de convoquer à toute la société, à redébattre la Constitution, et donc d'une certaine façon essayer de reconstruire une majorité d'une façon participative. Je pense que c'est ça le défi le plus important. Que veut la droite? La droite veut montrer que c'est une constitution du chavisme, et que donc c'est pas représentatif de la société. Que veut le chavisme, et surtout Maduro qui l'a dit, il a dit ceci n'est pas une constitution d'aucun parti. Donc notre pire problème, ce serait que ce soit une constitution du Parti Socialiste Uni du Venezuela, donc ça se fermerait. Donc nous on a besoin que ce soit de tout le chavisme et qu'en même temps ce soit de toute la société. Et qu'on arrive à reconstruire la majorité en vue d'une future élection présidentielle qui aura lieu en 2018, parce que j'insiste, au Venezuela, il y a eu plus d'élections dans la plupart des pays des restes d'Amérique latine, et les élections sont toujours en marche, et elles auront lieu en 2018, les élections présidentielles. C'est ça. Et ce projet d'assemblée devra déboucher donc sur une proposition de nouveau de réforme de la Constitution. Il ne s'agit pas d'une nouvelle Constitution ou il s'agit d'une nouvelle Constitution? Ça fait partie du débat. Ça fait partie du débat. Et quel que soit le résultat sera soumis à un référendum national? C'est ce que sont en train de... Tout ça, c'est ce qui est en train de se débattre. D'accord. L'idée, c'est que oui. Quel est le débat qui s'est dit? En 1999, il y a eu l'Assemblée nationale constituante qui a été convoquée avec un référendum à la population pour savoir s'ils voulaient l'Assemblée nationale constituante. Pourquoi? Parce que la Constitution n'avait pas à l'intérieur la possibilité que le président ou le peuple de l'Assemblée nationale la convoque comme là maintenant. Donc Maduro, il utilise un article qui l'autorise lui comme président à la convoquer et il ne passe pas sous un référendum pour demander à la population si elle le veut. Ça, c'est un débat qui, en termes constitutionnels, n'est pas un débat, justement. C'est légal de faire ça. Après, on pourrait se demander si politiquement, ça aurait été mieux ou pas de convoquer effectivement un référendum. Moi, je pense que, vu qu'ils ne l'ont pas fait au début, ce serait désirable qu'ils le fassent à la fin. Qu'il y ait un moment de grande ouverture finale du vote et que tout le monde termine de décider s'ils sont d'accord ou pas avec la nouvelle élection. Tout en sachant que tous les 500 constituants vont être choisis avec le vote secret, libre et universel. Disons que tout ça est garanti. Mais je pense qu'il y a deux niveaux. Le chavisme n'est pas sorti de la loi à aucun moment, mais le problème des fois c'est pas légal, sinon c'est la légitimité politique. Donc on peut faire des choses qui sont légales et qui font partie du cadre de la loi et qui font partie des débats après des constitutionnalistes, mais politiquement
La question, c'est si nous, on est en train de reconstruire la majorité, la crédibilité, si on est en train de récupérer des gens qui se sont éloignés à cause de la situation économique, à cause d'une façon de gouverner qui, des fois, a fermé les portes dans une culture politique où Chavez avait donné l'habitude de les ouvrir en permanence. Donc, tout ce débat-là, ça fait partie de cette dernière option qu'on a, ou que si on n'arrive pas à cette solution, et que la droite, finalement, n'accepte pas du tout l'Assemblée nationale constituante et fait de plus en plus fort les niveaux de violence sur les territoires, on peut entrer dans un scénario très difficile de savoir jusqu'où ça peut déboucher. Alors, merci. Je voudrais vous poser peut-être une dernière question assez ouverte. Enfin, assez ouverte. Oui. Bon, qu'est-ce que vous diriez, disons, à tous ces secteurs de gauche au niveau international qui aujourd'hui sont troublés par ce qui se passe sur place? Il y a une critique assez forte et qui est parfois assez sérieuse sur l'idée qu'aujourd'hui, il faut se pose la question de la solidarité avec le Venezuela lorsqu'on est de gauche ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il faut continuer à être solidaire du Venezuela? Est-ce qu'il ne faut plus être solidaire du Venezuela? Est-ce qu'il faut soutenir le gouvernement? Est-ce qu'il faut le condamner? Ces débats aujourd'hui surgissent, on les voit un peu partout. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie quel sentiment ça vous donne ces discussions-là, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement aux gens qui nous écoutent et qui ne vivent pas la situation au Venezuela? Moi, plusieurs choses. La première, c'est accepter que nous-mêmes, on fait partie d'un grand mécanisme de désinformation. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu quelques analyses de personnes de gauche, d'intellectuels, etc., qui font des analyses, et quand on lit l'analyse, on se rend compte que le niveau d'information à partir duquel il construit son opinion est plus construit par la propagande qu'est en train de faire la droite que par une réelle analyse de ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que je commence par insister dès le début sur quelle est la forme dont opère la droite. Parce que quand on lit les analyses, à aucun moment ça apparaît ce niveau très compliqué en train de se mettre en marche, et qu'en même temps, il y a un défi pour nous de comprendre de comment se fait un coup d'État au XXIe siècle. C'est fini, je pense, pour un petit moment, la façon plus traditionnelle, avec le militaire qui prend le pouvoir, etc. On est face à ce scénario très complexe, qu'explique très bien une Mexicaine qui s'appelle Ana Esther Ceseña, et qui fait partie des différents temps, l'asphyxie, etc., où on déclare une guerre sans qu'il y ait jamais de guerre déclarée. On crée des scénarios de guerre, mais il n'y a jamais une guerre qui existe vraiment. Et ça, c'est un défi analytique pour essayer de comprendre face à quoi on est au Venezuela. Parce que si on perd le premier niveau, qui est le niveau de solidarité face à une attaque d'une droite qui a une grande tradition de coup d'État, qui est en train d'essayer de faire une revanche de masse, on sait ce que ça veut dire, qu'il y a un feu vert absolu des États-Unis, qui la financent, qui font des réunions pour voter des fonds extraordinaires de financement au Venezuela. On a les attaques des banques internationales comme la Citibank. Enfin, il y a tout un scénario qu'il faut comprendre qu'on est face à une nouvelle modalité de coup d'État. Ça, à ma façon de voir, ça demanderait un premier niveau de solidarité. C'est-à-dire, on va commencer par débattre qu'est-ce qui est en train de se passer de côté de ceux qui sont en train d'attaquer le gouvernement. Après, on a le débat au niveau du chavisme. Alors, quel est le débat? Et les débats commencent à se croiser. Si nous, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe sur le terrain et on pense qu'effectivement c'est une droite qui représente les quartiers populaires et qui est pacifique et qui se fait réprimer, évidemment on va dire qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui réprime. Si on va sur le terrain et on se rend compte du niveau de développement des forces armées qui sont en train d'essayer de pousser le scénario vénézuélien au bord de la guerre civile, tout d'un coup on se dit voilà, comment on défend l'actuation d'un État qui est en train d'essayer de se défendre face à un essai de déclencher une guerre civile. Ça ne veut pas dire qu'on justifie une répression. Mais ça veut dire qu'on la regarde d'une autre façon. Ça veut dire que quand on voit des gens armés avec des 9 mm dans une manifestation et de l'autre côté on voit des gaz lacrymogènes, on commence à penser, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut ouvrir les portes. Ils ont brûlé 3 ou 4 institutions jusqu'à présent. Le tribunal suprême de justice, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut les laisser passer. Donc là, il y a un grand débat. Et c'est pour ça que c'est par rapport à l'information qu'on a sur le Venezuela. Et là, il faut accepter qu'on fait partie aussi souvent des grands messages qu'on nous construit. Et qu'il faut qu'on soit humble, humilde et dire, bueno, qu'est-ce que je sais vraiment sur ce qui se passe au Venezuela? Et après, c'est notre faute à nous au Venezuela si on n'arrive pas à transmettre assez bien comme il faut tout ce qui est en train de se passer. Et après, il y a l'autre niveau. Parce qu'on peut dire, bueno, au Venezuela, le projet socialiste est en crise. C'est plus vraiment un projet socialiste, c'est un projet où, face à la crise, il y a eu une décision de faire des pactes avec les entreprises privées et il n'y a pas vraiment un réel
essai de construction d'un tissu non capitaliste et socialiste communal, et en plus il y a des niveaux de corruption, et en plus il y a beaucoup de militaires, on va dire de façon caricaturale, qui sont au niveau de la corruption. Voilà, on peut débattre en profondité comment évolutionne le modèle de Chavez et socialiste du XXIe siècle au Venezuela. Ça fait partie d'un débat. Mais déjà, faut toujours avoir clair que les États-Unis n'ont pas besoin qu'on soit socialiste pour essayer de nous faire tomber. Parce que sinon, c'est comme si on n'est pas assez à gauche, alors personne ne voudrait nous faire tomber du gouvernement. Non, on a le contrôle de la réserve du pétrole plus grande au monde au Venezuela. Et donc, ça, c'est le débat. Et donc, ça, on peut le débattre. Et il faut le débattre. Après, il faut voir quand est-ce qu'on le débat. Parce que moi, je suis en désaccord. C'est face au moment de la crise, où il y a un essai d'insurrection et d'essayer d'emmener le pays au bord de la guerre civile, qui est justement à ce moment-là les voix de personnes de gauche qui commencent à lever la main en disant « Moi, je suis plus d'accord avec le gouvernement, je suis plus d'accord avec le Venezuela ». Et donc, il y a une partie de comme se préparer face à un probable échec et dire si ça tombe, moi, j'avais déjà dit que ça allait tomber. Ça ne veut pas dire être inconditionnel avec Maduro. Ça veut dire qu'on peut critiquer Maduro, c'est-à-dire qu'on peut critiquer la façon dont il y a une partie de la direction du chavisme qui pense la politique comme un jeu d'échecs et pas comme une construction de masse, qui pense que si on arrive à mettre cette loi au lieu de celle-là, on peut réussir à prolonger un petit peu légalement le temps des élections. Ça faut le débattre et ça fait partie de la nécessité de la révolution. Une chose, c'est ça, et autre chose, c'est de finir par dire la même chose que dit la droite d'une façon sous prétexte de défendre la démocratie, le républicanisme, etc. Donc finalement, on finit par donner les arguments dont la droite a besoin. Moi, je pense que c'est un moment très critique et très difficile et qui demande à la gauche, vraiment aux intellectuels, de réfléchir sur quelles sont leurs analyses, leur outil d'analyse pour comprendre ce qui se passe, quels sont leurs moyens d'information pour comprendre ce qui se passe, et que de comprendre qu'on est face à une des batailles les plus décisives au continent, où ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le pétrole. C'est l'idée même de la construction d'une société socialiste, c'est l'idée même d'une construction populaire avec une proposition de construction communale, c'est l'idée même dans un monde qui est en train de tourner par la droite, où il y a tous ces nouveaux gouvernements qui arrivent, c'est un des seuls qui tient encore et qui essaye de proposer, critiquons-le, aucun problème à le critiquer, le problème c'est de retirer la main et dire de toute façon que ça tombe, c'est autoritaire, moi je l'avais déjà dit. Je pense que là, il y a une question opportuniste qui est difficile à vivre quand on est au Venezuela, quand on est face à ces actions et qu'on se retrouve sur le terrain et qu'on nous tue, parce qu'il y a un processus d'assassinat des dirigeants chavistes sur les territoires, et qu'on se fait tuer les gens, qu'il y a des réponses qui viennent depuis des personnes qui sont allées de l'étranger qui disent qu'il y a un gouvernement autoritaire qui a une dérive antidémocratique. Il faut vraiment revoir les bases, il faut revoir à partir d'où on s'informe, parce que sinon on peut arriver à construire la thèse que veut qu'on construise la droite, et là on se rend compte que notre corrélation de force communicationnelle est vraiment très faible. Marco, merci. J'espère que d'ailleurs notre échange permettra de contribuer à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que les gens entendent une musique un peu différente, on voit que les choses sont un petit peu plus compliquées, un petit peu plus complexes que ce qu'on peut lire ou entendre rapidement sur les chaînes de télévision, les radios et même la presse écrite dite sérieuse. On a vu la complexité de la situation, le fait qu'il y a des débats qui existent de fond, qui sont légitimes, qu'il y a une situation compliquée au Venezuela, mais qu'il y a aussi aujourd'hui à l'œuvre des forces qui cherchent à déstabiliser en fait ce pays. Et c'est une interpellation qui est faite à tous les forces progressistes, à toutes les forces de gauche démocratiques dans ce monde, de bien comprendre ce qui se passe au Venezuela avant de s'en faire une opinion. On vous remercie et on espère que sur Mémoire des luttes, beaucoup de gens pourront regarder et partager en fait cette interview avec vous, Marco Teruggi. Donc on peut retrouver vos écrits, souvent écrits en espagnol pour les hispanophones sur votre site, Hasta Knockout, que vous trouverez facilement en tapant votre nom sur Google ou sur tout autre moteur de recherche libre, ça marche aussi. À bientôt.